Bon, je te le dis, t'en fais ce que tu veux, mais c'est une binge audio. Eh ouais. Chaque année, vous le savez sans doute, le Rassemblement national perpétue le 1er mai une vieille tradition qui date de l'époque où le parti d'extrême droite s'appelait Front National. Et oui, le 1er mai, le FN avait coutume de fêter Jeanne d'Arc, vue comme une héroïne de la France catholique bien raide, à laquelle aspirait parler le parti de Jean-Marie Le Pen. Mais depuis que ce dernier n'est plus dans les parages, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont changé les habitudes. Non seulement ils ont rebaptisé leur célébration du 1er mai Fête de la Nation, mais ils ne vont plus célébrer la chose à Paris. Depuis quelques années, ils ont entamé un tour de France des villes RN compatibles en vue des élections présidentielles de 2027. Cette année donc, c'était à Mâcon, en Saône-et-Loire, que les deux têtes du parti se sont rendues pour la fête du RN. Une fête censée célébrer, je cite Marine Le Pen elle-même, le travail, le mérite, la solidarité et aussi Jeanne d'Arc. Parce que oui, le RN a beau tenter de nettoyer son image et de faire oublier ses racines profondément ancrées à l'extrême droite, le parti n'a pas totalement abandonné ses vieilles lubies, parmi lesquelles sa fascination pour des figures comme Jeanne d'Arc et plus globalement pour le Moyen-Âge, les chevaliers, les templiers. Une obsession dont on va remonter le fil dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et notre guide, comme souvent lorsqu'on s'attaque à ces nébuleuses parfois très embrouillées, c'est Stéphane François, dont vous avez déjà entendu la voix dans ce podcast. Stéphane François, il est historien et politologue, il connaît parfaitement tous ces territoires sur lesquels il a beaucoup écrit. Il a notamment signé en 2022 un petit livre passionnant qui s'appelle « Une avant-garde d'extrême droite, contre-culture, conservatisme radical et tentation moderniste ». C'est dispo aux éditions de La Lanterne. J'ai commencé par lui demander tout simplement ce qu'il y avait pour l'extrême droite de si fascinant dans le Moyen-Âge. Déjà, premier point, les sociétés du Moyen-Âge, ce sont des sociétés organiques, sociétés traditionnelles. Dans notre société européenne, c'est quoi ? Aristocratie, clergé et tiers état. Toujours dans ce sens de société organique, on a cette image d'une société figée, anti-moderne, anti-rationnelle. C'est faux. Aujourd'hui, on sait très bien que cette période n'est pas si moyenne que ça. Mais on commence à se détacher de cette vision romantique qui faisait du Moyen-Âge un monde arriéré. Mais il y a cette idée-là, ce refus de la rationalité. Et troisième point, il y a aussi cette idée de choc des civilisations. Poitiers. Alors Poitiers, si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, c'est cette bataille qui a eu lieu en 732 ou 733 entre notamment les troupes du chef militaire franc Charles Martel et celles du général omeyyade Abd al-Rahman, qu'on résume souvent très grossièrement en expliquant que Charles Martel a repoussé une invasion arabe à Poitiers. Voilà. Cette idée d'image que les militants d'extrême droite, notamment identitaires, sont des guerriers qui sont là pour protéger l'Occident ou l'Occident chrétien des hordes sarrasines. On l'a dans un certain nombre de termes. Reconquête, qui renvoie explicitement à la Reconquista espagnole, reconquête. On l'a dans un certain nombre de discours d'un mouvance identitaire, bloc identitaire n'existant plus. Je préfère parler de mouvance identitaire, c'est-à-dire de repousser les hordes. L'acte fondateur d'apparition de Génération Identitaire, c'était l'occupation de la mosquée de Poitiers. Donc voilà, on a toute une symbolique de ce type qui est très intéressante. En lien avec tout ça, on a aussi la mise en avant par un certain nombre de militants d'une sorte de pagano-christianisme médiéval. La quête du Graal, ils aiment bien le Graal, le cycle du roi Arthur, etc. Le monde celtique, Tolkien, ils aiment bien. Parce que justement, il y a cet imaginaire de bravoure, de quête spirituelle, de dépassement de soi, et de transformation aussi de soi. Avec un autre imaginaire lié au Moyen-Âge, mais pas que, c'est les Vikings. Voilà. Le Viking, c'est pas le commerçant dans cet imaginaire, c'est le grand blond aux yeux bleus, le combattant, celui qui va créer des royaumes, le royaume Vareg de Russie, de Kiev, le royaume de Sardaigne, voilà, c'est le guerrier, le conquérant, celui qui a découvert l'Amérique avant tout le monde et dont les cartes ont été pillées. Mais on a cet imaginaire, le blond, le guerrier qui vient du Nord, celui qui est le plus pur racialement des origines raciales des Européens, celui qui est païen,
qui va rester païen le plus longtemps. Et voilà. Si on reste sur cet exemple des Vikings, intéressons-nous à un autre grand classique de l'imaginaire de l'extrême droite, les runes. Les runes, ce sont ces lettres anguleuses tirées d'un alphabet utilisé par les Scandinaves ou les Saxons. On les retrouve un peu partout à l'extrême droite, chez les SS évidemment, qui s'en sont servis abondamment, mais aussi chez les néo-nazis, avec une lecture à chaque fois très particulière de la signification et de la symbolique portée à ces signes venus d'un passé fantasmé. Et d'ailleurs, il y a parmi certains militants d'extrême droite, il y a des spécialistes des runes. Avec quelle est l'origine des runes ? Voilà, ça c'est une réponse, c'est une question qui reste sans réponse parce que on ne sait pas comment c'est apparu. Mais les runes, la magie runique, etc., c'est quelque chose qui intéresse. Alors, je dirais pas l'extrême droite parce que le terme n'existait pas à l'époque, mais les ultranationalistes, notamment les folkish, qui ont créé tout un néo-alphabet de runes à la fin du 19e, début 20e. Ce courant folkish, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans l'épisode qu'on avait consacré au survivalisme. C'est un mouvement politique allemand de la fin du 19e siècle qu'on pourrait qualifier d'ethno-populiste, qui prône un retour à l'ordre prétendument naturel des choses avec une séparation des populations et une préservation de la pureté germanique. Cette nébuleuse de groupuscules, elle a influencé, entre autres, les débuts du parti nazi. Et après, effectivement, sur les runes, il y a tout un débat. Est-ce que les runes ne sont pas un alphabet utilisé pour la magie ? Puisque rune, ça veut dire quasiment chuchotement. Donc des choses qu'on chuchote. On retrouve toujours cette germanité ou ce nordicisme. Puis il y a un côté aussi fortement ethnocentrique. Il y a, à partir de quand apparaissent les runes ? Il y a tout un débat là-dessus pour savoir quelles sont les runes les plus anciennes. Pourquoi ? Parce que si les runes sont d'une extrême ancienneté archaïque au possible, l'écriture n'a pas été inventée au Proche-Orient. On trouve toujours ce côté nordique. C'est pour ça que d'ailleurs, et là, je rentre dans notre polémique, un certain nombre de militants d'extrême droite soutiennent les thèses de Glosel. Donc Glosel, c'est un petit village, un hameau du côté du Massif central où dans les années 20, on aurait je me conditionnel, découvert des objets écrits, du moins avec des signes qui ressemblent à une écriture. Et Glosel, il y a un débat. De quelle époque ça date ? Alors, pour les archéologues se sont écharpés là-dessus. Aujourd'hui, la thèse irait dans le sens que c'est un canular, c'est un faux trésor qui a été inventé au début des années 20. Toute la communauté des préhistoriens français est empoisonnée par l'affaire Glosel au cours des années 20 et 30. Les fouilles ont mis à jour des objets évoquant le paléolithique ou le néolithique, mais ce sont les tablettes d'écriture qui vont susciter de vifs débats. Pour certains, cette écriture est plus ancienne que celle des Phéniciens, ce qui remet en cause les certitudes de l'époque. Pour d'autres, Glosel est une vaste supercherie. Plus de mystère à Glosel, le petit hameau de l'Allier qui est au centre d'une polémique scientifique depuis plusieurs décennies à propos des vestiges qui ont été découverts en 1923. Les conclusions de la direction de l'archéologie viennent d'être publiées. On ne peut parler d'une civilisation gloselienne préhistorique. Les objets sont nettement plus récents. Les analyses de laboratoire montrent que le gisement découvert n'est ni néolithique ni paléolithique. Si l'industrie osseuse découverte s'inspire de l'art préhistorique, la nouvelle datation d'objets indique le Moyen-Âge et la présence médiévale semble majoritaire sur le site d'après les scientifiques. Les conclusions indiquent encore que certaines manipulations ont pu avoir lieu et qu'un authentique gisement a pu être gonflé pour le rendre plus intéressant. Pour certains archéologues, c'est le signe que l'écriture était quasiment connue depuis l'époque préhistorique, en France, du moins en Europe, avant l'invention de l'écriture dans le Croissant fertile. Voilà, il y a des débats là-dessus, sur l'ancienneté de l'intelligence de la race qui revient tout le temps, mais c'est une forme d'ethnocentrisme. Il y a aussi, sur le côté justement ethnocentriste, cette idée que il y a une forme d'âge d'or aussi du Moyen-Âge, ce qui est battu en brèche par l'image aussi qu'on avait pendant très longtemps et qui là aussi est en train de refluer, heureusement, grâce à l'avancée de la science historique, mais l'image qu'on avait d'un âge obscur, eux au contraire revendiquaient une forme d'âge d'or. Ah, totalement. C'est le sommet de la civilisation traditionnelle européenne. Voilà, tout est dit avec cette formule, le sommet de la société traditionnelle européenne. C'est-à-dire que c'est une société organique, tripartition européenne, chacun a sa place, mais en même temps c'est ouvert, on peut être un fils de paysan et avoir une très belle carrière dans le clergé,
Ça, l'éloge de cette forme d'élitisme ouvert, on l'a aussi beaucoup à l'extrême droite. Le palefrenier qui peut devenir chevalier, etc., etc. Il y a ce côté-là qui, effectivement, les fascine. Avec déjà battu en brèche cette idée que c'est pas un âge sombre, mais un âge d'or, c'est-à-dire qu'il y a des formes d'intelligence, des formes de réflexion, un pouvoir d'éclair, etc., etc. Et une force déjà obscure qui se développe à la fin du Moyen-Âge, les bourgeois, qui vont mettre à mal cet ordre traditionnel européen pour aller vers quelque chose de purement mercantile, donc de décadent, etc., etc. Continue, nous allons étouffer avant que vos Templiers ne brûlent. Autre sujet de fascination régulier, les Templiers, un ordre à la fois religieux et militaire, une armée de soldats chrétiens qui a alimenté tout un tas de mythes et de légendes depuis sa création au XIIe siècle et surtout depuis sa dissolution au XIVe siècle et l'exécution de ses dirigeants accusés d'être des hérétiques. Une histoire qui a suscité des fantasmes très forts qu'on retrouve notamment dans la fiction avec la fameuse malédiction des Templiers. Ceux qui ont lu ou vu à la télé Les Rois Maudits s'en souviennent certainement. Avant 1 an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit, maudit, soyez maudits jusqu'à la 13e génération de mon race. Maudit. Les Templiers, c'est plus ambigu. Pourquoi ? Parce que derrière les Templiers, il y a cet imaginaire, on continue là-dedans, d'ordre à la fois hérétique et puissant, qui fait que les Templiers fascinent des gens qui sont plutôt très catholiques, mais qui veulent pas aller vers la franc-maçonnerie parce que le pape dit que c'est pas bien. Mais d'un autre côté, ça les fascine parce que c'est un ordre combattant. Les Templiers, c'est plus marginal. On va dire qu'on va retrouver ça dans certains milieux ésotériques et d'ésotérisme catholique chrétien. C'est marginal. Parce que, voilà, il y a trop de spéculations ésotériques ou zozotériques là-dessus pour être récupérées. Mais ce qui est intéressant, néanmoins, c'est qu'il y a un certain nombre de groupes catholiques traditionnalistes, qu'on pourrait qualifier même de catholiques identitaires, qui mettent en avant cet imaginaire templier. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Et ce qui est intéressant, justement. Parce que là, voilà, ça fait une petite dizaine d'années qu'on le voit réapparaître. Il y avait pas mal de références aux Templiers, et quasiment du 19e, à partir du 19e, dans les ordres maçonniques ou paramaçonniques. Et plus que tout ça, il y a un imaginaire qui, depuis une vingtaine d'années, même un peu plus, fait un carton, c'est Sparte. Alors Sparte, jusqu'à la Révolution française et au moment de la Révolution française, était plutôt mobilisé par la gauche, notamment par Robespierre, les montagnards, bref, sous la Terreur. À la fin du 19e, Barrès va commencer à mettre en avant Sparte. Et surtout, Sparte va devenir le symbole de l'eugénisme, de la caserne, de la société racialement pure, etc., etc., pendant la Seconde Guerre mondiale. En discutant, j'ai publié avec Adrien Donjon il y a pas très longtemps un article justement sur la récupération de l'imaginaire spartiate par l'extrême droite. En faisant des recherches, je suis retrouvé sur un vieux numéro de Signal, donc la revue des SS pendant la guerre. Un numéro de 42 qui dit « Tiens, regarde, les Sparte, c'est Léonidas, c'est la défense de la civilisation européenne contre les hordes mongoloïdo-juives soviétiques. » Voilà, l'article était totalement oublié, mais effectivement, les nazis avaient une fascination pour Sparte, justement pour ce côté eugénique, caserne, etc., etc. Et après-guerre, les symboles spartiates, notamment le casque, hoplite, on le trouve chez Europe Action, donc Dominique Vénère, dans le mouvement scout créé par une nouvelle droite, Europe Jeunesse. On le retrouve après avec le bloc identitaire. Et à la sortie du film, 300, on a le lambda, qui est utilisé par Génération Identitaire comme logo. Donc on a là, plus que les Templiers, on a vraiment un symbole qui devient européen, parce que le symbole spartiate, on le trouve partout, chez les identitaires et suprémacistes. Même chez les Américains, un Américain blanc d'extrême droite, généralement, dit « je suis descendant d'Irlandais ou d'Allemands » ou voilà. Bref, il fait des références à ces racines raciales européennes. Il y a aussi cette image de moine soldat, qui est un espèce de prêt-à-penser qu'on connaît tous, qui peut-être flatte l'ego de ces mouvements marginaux qui se voient eux-mêmes comme étant des groupes de moines soldats, donc forcément marginalisés parce que ayant été appelés à un destin hors norme. Le moine soldat, c'est aussi le soldat politique.
Il y a un amalgame. C'est-à-dire que c'est la personne qui peut être violente, qui sait utiliser la violence, qui a un cerveau et qui a une vie presque monacale, stoïque, qui ne quitte jamais son objectif et qui va s'instruire, travailler. Et en France, même en Europe, ce moine soldat a un nom, a un visage, c'est Dominique Vénère. Dominique Vénère, c'est un militant radical d'extrême droite qui a longtemps été l'une des figures de l'ombre les plus influentes de ces courants. Il a écrit de nombreux textes, de nombreux livres, il a écrit sur les armes, sur la chasse, sur la Russie, mais il était surtout obsédé par la défense d'un Occident, selon lui, sous la menace permanente de l'invasion et de la décadence. Mon confrère Renaud Dely lui a consacré un livre très intéressant paru cette année qui s'appelle « L'assiégé, dans la tête de Dominique Vénère, le gourou caché de l'extrême droite ». C'est le sous-titre qui résume bien l'un des traits marquants de sa vie, sa discrétion, qui a volé en éclats pour le coup lors de sa mort en 2013, qui a été très bruyante et très médiatisée puisqu'il a fait le choix de se suicider dans l'enceinte de la cathédrale Notre-Dame de Paris en plein jour d'une balle dans la tête. Eh bien, sur le corps de Dominique Vénère, 78 ans, les policiers ont retrouvé plusieurs lettres. Ils sont en train de les analyser. Mais l'élément le plus important, c'est bien sûr le blog de cet essayiste, de cet écrivain très connu dans les milieux d'extrême droite. Et bien, pas plus tard qu'aujourd'hui, il écrivait contre ce qu'il appelle cette loi infâme, comprenez la loi pour le mariage pour tous. Et il écrivait ces mots: il faudra des gestes nouveaux, spectaculaires et symboliques pour ébranler les somnolences. Sachez d'ailleurs que la présidente du Front National, Marine Le Pen, a réagi ce soir au décès de Dominique Vénère, saluant, je cite, un geste éminemment politique pour tenter de réveiller le peuple de France. Fin de citation de Marine Le Pen. Dominique Vénère, qui a fait la guerre d'Algérie, qui, à mots couverts dans son autobiographie, parle de crimes de guerre en Algérie. La plus belle chasse que j'ai faite, c'est en Algérie. Voilà, formule tout à fait sympathique du bonhomme, qui est considéré par les RG à l'époque, ça c'est un article qu'on avait écrit avec Nicolas Lebourg, qui montre que le type est psychorigide, qui peut être brutal, et qui est froid, glacé, glacial. Il y a cette image-là de Dominique Vénère. D'ailleurs, Vénère, jusqu'à la fin de sa vie, faisait peur à certains militants d'extrême droite. J'ai eu des anecdotes sur des colloques où certains disaient « Ouais, Vénère qui vient d'arriver !» Tout le monde paniquait. C'est marrant et c'est symptomatique d'un fait. Bref, Vénère, c'est cet archétype. Et aujourd'hui, certaines figures de l'extrême droite, des compagnons de Vénère, sont un peu oubliées. Je pense à Jean Mabir, qui est une figure importante de tout ce qui est nordicisme, monde viking, quoique ses ouvrages sur les vikings sont édités en ce moment, mais un peu oublié, mais pas Vénère. Parce que Vénère, c'est l'auteur du Que faire en 62. Il est putschiste, il est ancien combattant, etc., etc. C'est la figure du moine soldat. Et par ailleurs, Vénère avait une fascination qui, là aussi, est un trait commun dans ces mouvements d'extrême droite radicale, puisqu'on parle des sociétés archaïques de soldats, qui est une fascination pour les samouraïs. C'est une fascination de samouraï. D'ailleurs, son dernier ouvrage, c'est Bréviaire d'un samouraï d'Occident. Et à sa mort, tout le monde l'a qualifié de samouraï d'Occident, effectivement. Mais pour cette extrême droite, notamment dans la tendance, on va dire, traditionnaliste de ce qu'on appelle en Italie les nazis maoïstes, donc tendance improbable, mais ultra brutale, en gros des révolutionnaires, des nationalistes révolutionnaires, donc des fascistes de gauche. Les samouraïs, la civilisation du Japon, c'est une société féodale similaire à l'Europe. Et ce ne sont pas des inférieurs raciaux. Au contraire, il y a cette fascination des codes des samouraïs qui renvoient à nos codes de chevalerie. Voilà, il y a cette analogie. Et effectivement, les samouraïs, Mishima, le Bushido et tout ça sont des valeurs importantes pour l'extrême droite occidentale. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Déjà, pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis étaient fascinés par ça. Et d'ailleurs, puisqu'on a cité son nom, on rappellera que le grand écrivain japonais Yukio Mishima s'est donné la mort après une tentative ratée de coup d'état militaire avec la milice d'extrême droite dont il était l'un des leaders, ce qui n'a pas manqué, là encore, d'alimenter une fascination morbide dans les courants les plus radicaux.
Merci à Stéphane François pour ses réponses. Je rappelle que son livre « Une avant-garde d'extrême droite, contre-culture, conservatisme radical et tentation moderniste » est paru aux éditions de La Lanterne. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.